Le sujet d'aujourd'hui, que je crois qui va être à point d'ici 2 ou 3 semaines, tout dépendant des régions, c'est quel outil utiliser pour savoir quand faire la première coupe. Avant de débuter un peu le sujet pour savoir quels sont les outils, je veux faire un préambule, une introduction tout d'abord pour expliquer c'est quoi l'importance d'une bonne régie de coupe, pourquoi que c'est vraiment plus important la première coupe et c'est quoi les considérants en tant que tel à tenir en compte pour savoir quand faire la première coupe. Le choix de la régie de coupe est un facteur crucial en tant que tel pour l'entreprise pour diverses raisons, parce que tout dépendant, en fin de compte, comment elle est appliquée, il y a 3 grands paramètres qui vont être affectés, soit les rendements. Une plus grande quantité de rendement va affecter la qualité, mais va permettre une meilleure persistance. Par contre, si on essaye de produire des fourrages de très haute qualité nutritionnelle, cela va réduire un peu les rendements en tant que tels et diminuer la persistance des différentes prairies. Ici, en fin de compte, lorsque je parle de qualité, rendement, persistance, c'est purement, en fin de compte, au niveau du champ. Ici, je ne suis pas en train de faire un commentaire directement sur qu'est-ce qui est plus rentable, avoir plus de rendement, avoir plus de qualité, parce que c'est tout un autre sujet, en fin de compte, qui pourrait être traité dans une autre présentation. Voici quelques aspects, en fin de compte, pourquoi c'est bon une bonne régie de coupe, puis c'est pas simplement, en fin de compte, ce n'est pas à prendre à la légère pour soit les producteurs qui sont ici aujourd'hui, ou soit pour les agronomes qui conseillent les producteurs. Premièrement, comme je viens d'expliquer, ça affecte les rendements, la qualité et la persistance. Ça influence la performance des animaux, puisque tout dépendant c'est quoi la stratégie, la qualité va varier et la performance des animaux va être affectée parce que les fourrages sont le premier aliment de base d'un ruminant. Va influencer aussi la proportion de fourrage dans la ration. Lorsqu'on alimente, en fin de compte, des vaches en pic de lactation, ils ont des besoins énergétiques importants et les fourrages, des fois, peuvent être un facteur limitant pour la prise alimentaire. Alors, si les fourrages de qualité ont des fourrages de moins bonne qualité, cela va impliquer, en fin de compte, peut-être de fournir de plus de concentré dans la ration. Une influence sur le coût de la ration, comme je l'ai expliqué, plus qu'on a du fourrage de qualité, dans une certaine mesure, on est capable de réduire les coûts d'alimentation puisqu'on a besoin de moins de suppléments. Un autre aspect, c'est la résilience de votre système aussi. Lorsque je parle de résilience, c'est lorsqu'on regarde beaucoup la qualité, peu la quantité, c'est nos objectifs. Il se peut, en fin de compte, que notre système fourragé, le nombre d'hectares qu'on a, nos différentes cultures, ne soient pas capables de répondre à la demande. Ce qui va d'obliger, en fin de compte, ce n'est pas un point négatif, là, avoir besoin d'avoir accès à des fourrages annuels. Aussi, lorsqu'on parle du bilan nutritionnel de l'entreprise, si dans la commune mesure que la régie de coupe n'est pas adaptée aux besoins de l'entreprise, il se peut que vous ayez besoin d'importer soit des nouveaux fourrages, c'est pour ça qu'on dit nutritionnel des aliments, soit importer en fin de compte des engrais pour être capable de supporter la quantité. C'est tous ces facteurs-là qui est important en tant que tel de tenir en compte. Aussi, compte tenu que ça va affecter la qualité, la quantité et l'importation de nutriments à la fois pour les engrais, à la fois pour les aliments, ça va nécessairement influencer la profitabilité de la ferme. Autre chose qui est important à tenir, là, on a expliqué c'était quoi l'importance d'une régie de coupe, mais les considérants qui sont à tenir en compte lorsqu'on planifie avec le producteur, et je vous conseille grandement de ne pas planifier la régie de coupe au mois de mai, mais plutôt d'en discuter entre les agronomes qui s'occupent de l'alimentation du troupeau et les employés au champ et les agronomes du champ pour s'assurer de répondre aux besoins fourrage de la ferme en tant que quantité et qualité. Aussi, de considérer l'état des prairies et de la mortalité vernale. Lors d'un précédent webinaire, il était dit que si les prairies avaient été, comment je peux dire, sans être mortes complètement, mais avoir eu des dommages, il est souvent recommandé de permettre aux luzernes en tant que telles d'atteindre un stade de plus de type floraison complète pour laisser à la plante le temps de reproduire des réserves et reproduire des bourgeons, au lieu de faire une coupe genre début floraison. La santé et la fertilité des sols, est-ce que vos sols sont capables de produire des fourrages en quantité et en qualité voulue? Les espèces de fourrage implantés, c'est vraiment important de savoir que le régime de coupe n'est pas la même entre un dactyle qui est très hâtif versus un dactyle qui est très tardif, ou encore l'alpis roseau, le lotier, la luzerne et le trèfle rouge. Et ça, c'est entre les espèces, mais aussi entre les cultivars, parce qu'il y a différents cultivars avec différentes maturités. Est-ce que vous faites du travail à forfait pour la récolte? Ce n'est pas la même gestion, en fin de compte, si vous devez avoir besoin de travail à forfait versus si vous avez les équipements. Disponibilité de la machinerie et de la main-d'œuvre. Est-ce que vous avez le parc des machines optimales? Est-ce que c'est un mix entre travail à forfait et vos choses? Même chose pour la main-d'œuvre. C'est quoi vos méthodes d'entreposage? Est-ce que c'est des balles rondes, des silos tours, des silos meules, des bunkers? Si vous visez en fin de compte des fourrages de très haute qualité, est-ce que vous avez les superficies nécessaires pour les produire?
Maintenant que c'est dit sur jusqu'à quel point que la première coupe est importante, premièrement, c'est la première coupe qui a le plus fort potentiel en rendement et que c'est elle qui, en tant que telle, peut donner peut-être jusqu'à 40 en fin de compte de la production totale, tout dépendant si on fait 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes, tout dépendant des régions. C'est elle qu'on va le voir dans les prochaines diapositives, que c'est elle qui a le plus de chances d'une perte de qualité si on délaie la récolte. C'est pour ça, en tant que tel, qu'il est important de marcher ses champs, utiliser les bons outils pour s'assurer de choisir le point optimal, optimiser en fin de compte la qualité de ces fourrages qui vont être récoltés. Aussi, la première coupe va donner le coup d'envoi en tant que tel pour le restant de la saison, tout dépendant des producteurs. La deuxième et la troisième coupe se font habituellement des fois il est recommandé, mettons, entre 30 et 40 jours entre les coupes, d'effectuer la seconde. C'est pour ça que si une première coupe est faite début juin au lieu du 15 juin, ça va avoir un impact si vous voulez faire 4 coupes dans votre saison sur peut-être la coupe automnale qui va mettre plus à risque vos prairies. Et c'est tous ces aspects-là qu'il faut tenir en compte. L'important, c'est de savoir, c'est que les équipements doivent être prêts lors de la récolte. Ce n'est pas le temps, en fin de compte, d'ajuster les couteaux de la fourragère ou d'aller commander tout de suite les filets pour les balles rondes la journée avant de commencer les foins ou aiguiser les couteaux de la faucheuse et faire les différents ajustements. Tout ça doit être prêt. Je recommande de faire ça en fin de compte dès avril, lorsque les implantations, en fin de compte, ne sont pas commencées, puisque tout dépendant des régions, des fois, la semis, quelques jours après avoir fini les semis, en fin de compte, des prairies, tout dépendant des saisons, la récolte va débuter. Ici, c'est simplement pour vous montrer, c'est un graphique en tant que tel qui démontre l'impact de différents stades végétatifs sur le rendement total, le rendement en tige, le rendement en feuilles de la plante et la digestibilité des fourrages. Comme vous pouvez le constater, que les rendements augmentent au fur et à mesure que le stade végétatif est avancé dans le cas de la luzerne. L'autre chose importante de regarder, la valeur nutritive d'une luzerne provient de ses feuilles, non de la tige. Comme vous pouvez le constater, la quantité de feuilles reste similaire en fin de compte. Elle atteint son pic au début de floraison dans le cas de la luzerne et reste stable jusqu'après floraison où il y a un dépérissement. Par contre, le rendement en tige, la proportion de tiges produites par la luzerne augmente avec les stades de maturité, ce qui a pour effet de réduire la qualité des fourrages. Ici, c'est un graphique qui démontre différentes choses. On peut retrouver pour différents mois de récolte, de mai à octobre, et différentes compositions, soit la digestibilité de l'NDF en pourcentage d'NDF, la quantité d'NDF en matière sèche et la quantité de protéines brutes. Les premiers points qu'on retrouve dans cette région représentent la première coupe, ici la deuxième, ici la troisième. Qu'est-ce que vous pouvez constater lors de la première coupe? C'est qu'il y a une diminution rapide de la qualité des fourrages au fur et à mesure que les jours avancent avant de faire la récolte. Comme vous constatez, une digestibilité peut passer de 75 à 65. La quantité de NDF passe de 30 à 55, tandis que la concentration de protéines passe environ de 25 jusqu'à 14 de protéines. Par contre, pour les autres coupes subséquentes, la deuxième et la troisième, l'avancement en maturité de la plante a peu d'impact sur la NDF, la digestibilité NDF, et a une moins grand impact sur la concentration de protéines. Et c'est pour ça, en tant que tel, que la première coupe est vraiment importante. Lorsqu'on parle de valeur nutritionnelle atteinte pour un fourrage de haute qualité, ici, je donne juste des barèmes de référence, mais je vous conseille grandement, en fin de compte, qu'il y ait un échange entre l'agronome de champ et l'agronome de l'étable pour connaître c'est quoi les réels besoins, en fin de compte, du producteur et s'assurer qu'il y ait une bonne stratégie qui est faite en conséquence. Lorsqu'on parle de l'usine des trèfles rouges, on essaie de viser une luzerne puis un trèfle rouge avec une ADF à 30 et 32 de matière sèche, une ADF à 40-42. Pour ce qui est de la graminée, on parle en tant que tel d'une concentration d'ADF à 30 et 32. La différence physiologique des graminées et des légumineuses, on parle ici de 50 et 55 de matière sèche. C'est pour ça ici, je le répète, c'est vraiment important qu'il y ait des rencontres interprofessionnelles entre l'étable, le champ et le producteur, et même le vétérinaire si nécessaire, et l'agroéconomiste. Il y a différentes méthodes pour estimer la valeur nutritionnelle des prairies pour savoir est-ce que c'est le bon moment de faire notre première coupe et atteindre, combler nos besoins nutritionnels. Dans un premier lieu, le premier outil qui est disponible, c'est l'échantillonnage et l'analyse par infrarouge, qu'on va voir un peu plus détaillé tantôt. Les modèles mathématiques, qui utilisent des mesures et des caractéristiques de la plante, et les données météo. Ici au Québec, on retrouve la plateforme Agrométéo qui peut nous aider
en ce sens-là. Pour ce qui est de l'aspect échantillonnage et analyse des infrarouges, c'est un procédé qui est dispendieux. Qu'est-ce que ça nécessite? C'est d'envoyer un conseiller dans le champ, utiliser un quadrant de 1 pied par 1 pied, prendre un échantillon, l'apporter en laboratoire, l'envoyer en laboratoire pour connaître la teneur en NDF, en ADF, puis en protéines brutes des fourrages. C'est une méthode qui demande beaucoup de ressources humaines, puisque ça nécessite beaucoup en temps, puis que ça nécessite des envois postaux. Et c'est une méthode qui peut être faite, mais peu applicable en conditions commerciales. Un des possibles avantages de cet aspect-là serait simplement, lorsque vous voulez valider est-ce qu'il y a des déficiences dans certains minéraux en fin de compte de vos luzernières, c'est une approche qui pourrait être faite de à la fois aller prendre des mesures des fourrages pour voir les valeurs nutritionnelles et en même temps demander l'analyse du soufre, du bore, du potassium, du phosphore, des micronutriments de la plante pour faire un meilleur ajustement, en fin de compte, de la fertilisation des prairies et détecter des possibles déficiences. Qu'est-ce qui est PEAK, en fin de compte? C'est un modèle mathématique qui utilise une règle pour mesurer différents facteurs de la plante qu'on voit tantôt. En gros, en anglais, c'est Predictive Equation for Alfalfa Quality. Ça a été développé aux États-Unis, mais prochainement, il va y avoir un modèle qui va être développé pour les luzernières du Québec en collaboration des chercheurs d'Agriculture Canada, Philippe Séguin en tant que tel, l'Université McGill et certains conseillers du MAPAC, dont Huguette Martel. Comment ça fonctionne, ce modèle-là? Ça permet de mesurer la NDF en tant que telle et aux États-Unis, en fin de compte, ils appellent ça le Relative Feed Value, qui peut être mesuré soit dans l'hydrogène pur, qui est beaucoup plus efficace, et dans des mélanges avec des graminées. Pour réaliser ça, on a besoin de 2 mesures. On a besoin de se promener dans le champ, retrouver en tant que tel pour faire des sites d'observation. Premièrement, on va essayer de déterminer c'est quoi le stade maximal de luzerne. Est-ce que c'est au stade bouton? Est-ce que c'est au stade mi-floraison? Est-ce que c'est au stade fin de floraison de la luzerne? Puis on le note. Par la suite, on regarde, on essaie de trouver, on étire la tige de la luzerne pour voir c'est quoi sa hauteur maximale. Et avec ces 2 mesures-là, ça nous permet d'estimer la quantité d'ANDF en fonction des différents paramètres. Ici, vous pouvez constater, les résultats, c'est une diapositive que j'ai reprise d'une présentation qui avait été faite dans le passé, je crois, lors d'un différent colloque présent du CRAAC, qui démontre ici sur l'axe des Y, ça c'est l'NDF en fin de compte analysée en laboratoire. Ici, c'est l'NDF mesurée par les équations PEAK. Comme vous pouvez constater, il y a une très belle corrélation entre l'outil et la prédiction de la NDF. Ici, vous retrouvez en tant que tel le tableau final qui nécessite de connaître à la fois le stade végétatif, fin végétatif, bouton, floraison, et la hauteur de l'extrémité de la plus haute tige. La question que vous pouvez me demander, c'est pourquoi il est important de connaître à la fois le stade de maturité et à la fois la hauteur de la plante. La raison est simple, les deux ne sont pas nécessairement reliés, puisque tout dépendant, c'est quoi les conditions climatiques, s'il y a des sécheresses, qu'il y a des inondations, le stade de maturité de la plante peut avoir lieu, mais à obtenir 2 différentes hauteurs différentes. L'autre chose aussi qui est possible de faire avec l'approche PEAK, c'est l'utiliser dans des cadres en tant que tel lorsqu'il y a des mélanges luzerne-graminées. Par contre, il est vraiment, vraiment, vraiment important, je vous le dirais, de bien connaître c'est quoi la proportion de graminées, soit de façon visuelle estimée ou il est recommandé en fin de compte de faire un décompte selon les différentes, ce qui a été démontré un peu dans les projets qui ont été faits ici au Québec. Ici, vous allez retrouver, c'est le tableau qu'on retrouve aux États-Unis. Il va y avoir bientôt des grilles, comme je vous ai dit, qui vont être bientôt disponibles pour le Québec. Ici, excusez-moi si c'est en anglais, c'est la proportion de graminées sur une base de matière sèche dans le mélange que vous regardez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Et la hauteur maximale de la tige encore. Puis comme vous voyez ici, les marques en rouge, ce sont lorsqu'on essaie de viser en fin de compte un 40 d'NDF, vous voyez que plus qu'il y a une plus grande proportion de graminées de mélange, plus que la concentration de NDF optimale augmente. La raison est simple, c'est juste que une graminée de très bonne qualité possède plus de NDF qu'une simple luzerne. Ici, voici certaines recommandations qui peuvent être faites à partir du bâton PEAK. Pour des prairies majoritairement luzerne au stade bouton, il est recommandé d'arriver à 28 pouces.
Tandis lorsqu'on a une prairie qui est à 50-50 luzerne graminée, on recommande une luzerne à 22 pouces pour obtenir un fourrage optimal en termes de NDF. Autre outil qui est disponible au Québec, on est certainement choyé pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil Agrométéo. C'est un site Internet qui a été financé, en fin de compte, à la fois par les gouvernements, je crois, surtout fédéral, qui est maintenu par Agriculture Canada et d'autres organismes, qui fournit différents outils analytiques pour les producteurs de Québec, à la fois les plantes fourragères, les pommes de terre, les fruits, les céréales. Pour aujourd'hui, on va juste présenter les différents outils qui sont disponibles pour les plantes fourragères. Premièrement, les degrés jour et indices de séchement, les indicateurs de rendement et de valeur nutritive pour la filiale des prés. Et un outil qu'on ne présentera pas aujourd'hui, c'est le cumul des degrés jour depuis la dernière coupe estivale. Cet outil-là permet de voir est-ce qu'on respecte le bon moment de coupe lors de la coupe automnale des luzernières pour éviter la mortalité. Si on regarde l'outil degré jour, pour ceux qui ne connaissent pas, cet outil-là utilise des stations météo qui sont distribuées au Québec. Il s'agit de choisir la bonne station météo et de voir l'accumulation de degrés jour qui a été faite jusqu'à maintenant. En rouge, cela représente en tant que les degrés jour prévus. Comme nous ne sommes pas très avancés en tant que tel dans la saison, on ne peut pas voir les indices d'assèchement qui peuvent être bas, très élevés, mais c'est des indices qui aident pour savoir est-ce que le foin va sécher rapidement. Et on recommande, tout dépendant des types de graminées et de luzernières, dans le cas des dactyles, on parle plutôt de 250 degrés jour qu'il faut commencer à aller marcher les champs, tandis qu'une règle du pouce, à 300 degrés jour, il faut commencer à aller marcher les champs pour voir c'est quoi le stade de maturité, utiliser le bâton pique pour voir est-ce que c'est le bon moment de faire une première coupe pour optimiser nos besoins à la ferme. L'autre outil que je présente, c'est un outil qui est relativement présent, c'est seulement pour la filleule des prés. Cela permet, en fin de compte, de prédire les rendements potentiels en termes de filleule des prés ou du mil. Ici, on retrouve, en fin de compte, le rendement moyen, cette petite ligne noire, et l'aspect vert, en fin de compte, ou rouge. Le rouge, tout le temps la prédiction, puis le vert, c'est le rendement réel. Et ce même outil-là, les outils ne sont pas présents disponibles, mais ça permet aussi d'estimer la quantité de NDF qui se retrouve dans la filiale des prés. Comme je vous ai dit tantôt, on essaie de viser une NDF ou une graminée entre 50 et 55 pour aller combler les besoins nutritionnels de l'animal. Quelques points en fin de compte avant qu'on se quitte. Premièrement, il faut mettre en place à chaque année une stratégie de régie de coupe pour s'assurer qu'on ne se trompe pas. Connaître les qualités, les rendements visés et combiner les approches d'agrométéo avec Peak pour s'assurer de choisir le bon moment, puisque agrométéo tout seul ne sera pas optimal et c'est pour ça qu'il est important d'aller marcher les champs. Quelques articles en tant que vous intéresser. Résumé, un article que j'avais écrit qui est disponible sur la planète, c'est Comment décider la première coupe. Un article qui discute en fin de compte des valeurs nutritives, projet de recherche qui avait été développé ici au Québec, qui présente le projet. Un article résumé qui parle de comment utiliser Peak en français qui avait été développé par M. Alain Fournier à l'époque. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui.